Bonjour et bienvenue. Alors, peut-on vraiment se défendre sans armée, voire sans État? C'est une question qui bouscule pas mal d'idées reçues et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se basant sur un essai de Stéphane Geertz qui remet en cause les fondements même de ce qu'on appelle la défense nationale. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Voilà, la question centrale, c'est souvent la plus compliquée pour cette vision du monde. Comment est-ce qu'on peut assurer sa sécurité face à une agression extérieure sans les outils qu'on a l'habitude de voir, comme l'État et son armée? C'est le défi que l'auteur tente de relever. Alors, pour décortiquer cette idée assez complexe, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va commencer par ce que l'auteur appelle le paradoxe de la défense. Ensuite, on va se pencher sur la logique même de la guerre et des États. Après ça, on verra des stratégies alternatives, des choses comme le pouvoir d'attraction, l'idée de neutralité, la défense par les citoyens eux-mêmes, et enfin, ce qui est peut-être l'arme la plus surprenante, le commerce. On attaque donc avec notre premier point, le fameux paradoxe de la défense. C'est vraiment l'objection numéro 1 qu'on entend sur ce sujet. Est-ce qu'une société libre ne serait pas, au fond, une proie terriblement facile? Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est l'argument massu. L'idée générale, c'est que si on se retrouve face à un État étranger hostile, une communauté qui n'a pas son propre État, sa propre armée, eh bien elle se ferait tout simplement balayer. C'est souvent vu comme le talon d'Achille de toute cette pensée. Mais face à cette objection, l'auteur ne va pas chercher à prouver tout de suite qu'une société libre peut se défendre. Non, il lance une contre-attaque bien plus fondamentale. Il remet en question la prémisse de départ. Et si l'État n'était pas du tout la solution, mais en fait la source du problème? Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que ça met le doigt sur une contradiction assez énorme. L'argument de l'auteur est, au fond, très simple. Si ce sont les États qui déclenchent et mènent les guerres, comment peut-on logiquement penser qu'ils sont la solution à la guerre? C'est un peu comme si on demandait à un pyromane d'être le chef des pompiers. Ça ne tient pas debout. Bon, l'auteur ne se contente pas de critiquer, il propose aussi des alternatives. Et la première, c'est une stratégie de défense qui ne repose pas du tout sur la force militaire, mais plutôt sur quelque chose de bien différent, la puissance économique et sociale. Le concept clé ici, c'est celui d'attractivité. L'idée, ce n'est pas d'être sympathique ou gentil, non, c'est d'être indispensable. L'auteur s'inspire de certains aspects de pays comme la Suisse ou Israël, pas forcément pour leurs armées, mais pour leur capacité à devenir des centres si vitaux que plus personne n'a vraiment intérêt à les attaquer. Et cette stratégie, elle se décompose en plusieurs étapes assez logiques. En attirant les meilleurs cerveaux et les plus gros capitaux du monde entier, un tout petit territoire peut finir par acquérir une influence mondiale complètement disproportionnée par rapport à sa taille. Et c'est cette influence qui devient son principal bouclier. Et c'est là que la stratégie devient particulièrement maligne. Imaginez un instant si les dirigeants d'un pays qui pourrait vous attaquer ont investi leur propre fortune, leur propre argent sur votre territoire. Est-ce qu'ils vont vraiment donner l'ordre de tout bombarder? L'intérêt personnel de votre ennemi potentiel devient votre meilleure assurance vie. On aborde maintenant un autre angle, l'argument moral. La fameuse question « faut-il intervenir à l'étranger pour aider d'autres peuples ?» L'auteur, lui, propose une approche de neutralité totale basée sur le risque des conséquences imprévues. Cette phrase, tirée de l'essai, illustre parfaitement le principe du retour de bâton. En gros, quand on se mêle des conflits des autres, on finit inévitablement par s'exposer à des représailles. La non-intervention, dans cette optique, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie pour éviter d'importer les guerres des autres chez soi. Ici, on touche à un point assez radical de sa pensée. Pour l'auteur, au fond, tous les États sont de la même nature. Il n'y a que des différences de degré entre eux. Donc, intervenir pour remplacer un régime par un autre, ce serait une illusion. On ne ferait que remplacer une forme d'État par une autre, sans changer le fond du problème. Ce tableau résume parfaitement l'opposition. D'un côté, on a l'interventionnisme qui veut choisir son camp, qui pense qu'il y a des bons et des mauvais États. De l'autre, on a ce que l'auteur appelle la neutralité résistante, qui, elle, ne choisit aucun camp et résiste à toute forme d'État, qu'il soit local, envahisseur ou même un soi-disant libérateur. Bon, d'accord, mais concrètement, sur le terrain, ça donnerait quoi tout ça? On passe maintenant à la vision très pratique de l'auteur, un modèle de défense qui ne repose plus sur une armée centrale, mais entièrement sur les individus. Cette citation historique que l'auteur reprend donne vraiment le ton. L'idée n'est pas du tout nouvelle en fait. La défense la plus efficace, la plus redoutable, c'est celle qui est assurée par les citoyens eux-mêmes parce qu'ils sont directement motivés pour protéger leur famille et leurs biens. Ce tableau résume très bien les différences. Bien sûr, le financement passe de l'impôt à l'individu. Mais le plus important, le vrai changement, c'est la motivation. On ne se bat plus pour une abstraction comme la nation ou l'État. On se bat pour du concret, sa maison, sa famille, sa propriété. Et là, la dissuasion change complètement de nature. Un envahisseur ne fait plus face à une armée qu'il peut battre, mais à toute une population en résistance. On en arrive maintenant à l'argument final de l'auteur. Et c'est peut-être celui qu'il considère comme le plus puissant de tous, la clé de voûte de cette vision de la défense. L'idée est d'une simplicité redoutable.
En fait, la paix durable ne s'obtiendrait pas par la force des armes, mais en créant des liens économiques si forts, si denses, que déclencher une guerre deviendrait un suicide économique pour l'agresseur lui-même. Ces exemples tirés du texte sont extrêmement parlants, c'est presque du bon sens. Si vous êtes le banquier, le créancier et le supermarché de votre voisin, il y a de fortes chances qu'il y réfléchisse à 2 fois avant de venir vous envahir. Le but, ce n'est pas d'être une forteresse, c'est d'être un partenaire commercial dont personne ne peut se passer. Pour conclure cette analyse, cette petite touche de philosophie nous rappelle la nature fondamentale de la guerre. Au final, elle est juste destructrice. Elle ne prouve jamais qui a raison. Elle décide seulement qui reste debout à la fin. Voilà qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si la meilleure défense, ce n'était pas du tout une armée, mais simplement un marché ouvert? Toute cette perspective nous invite à repenser complètement ce qu'on entend par sécurité en déplaçant le curseur de la puissance militaire vers la puissance des échanges et de l'interdépendance. C'est une idée qui mérite réflexion.